Un autre pays a essayé d'envahir le mien, et je suis le genre de personne qui ne peut pas rester à l'écart. Il faut faire quelque chose. J'ai pensé à servir dans l'armée, mais je suis très content d'avoir eu cette opportunité de travailler dans l'IT Army. La guerre ne se limite pas au champ de bataille. Nous espérons que les forces armées ukrainiennes fassent dégager les Russes du pays, mais si la Russie demeure forte, économiquement, physiquement et psychologiquement, alors elle reviendra. Le 26 février 2022, le ministre de la Transformation numérique, Mikhailo Federov, a annoncé la création de l'armée numérique et demande dans un tweet à toutes les personnes souhaitant participer à l'effort de guerre de la rejoindre. Son nom, l'IT Army of Ukraine. C'est un rassemblement de volontaires qui mène depuis un an des attaques informatiques dites par déni de service. C'est-à-dire qu'elles consistent à saturer les réseaux sous un afflux d'informations pour les rendre inutilisables. Le drapeau de cette armée numérique a aussi été déployé pour revendiquer des attaques plus complexes qui pourraient changer le cours du conflit. Ok, écoute, ça tourne, c'est parti. Bon, passons à la suite. J'ai pu m'entretenir avec un étudiant en master droit international et il a accepté de répondre à quelques questions. Ouais, et pas doctorat. Exactement. Donc ma première question, dans les conventions de Genève, ils abordent pas spécifiquement les cyberattaques. Et je me demandais, est-ce que les lois de la guerre, elles réglementent les cyberattaques ? Ouais, en fait, tu vas voir que dans les conventions de Genève, parce que ce n'est pas qu'une convention, elles sont 4, et ces conventions ont des objectifs bien spécifiques. Il y en a pour protéger les prisonniers de guerre, les prisonniers naufragés. Et donc, dans le droit de la guerre à l'époque, l'Internet et tout ce qui est technologie n'était pas aussi développé que ça l'est maintenant. Et du coup, ce n'était pas forcément une priorité de mettre les cyberattaques dans le cadre des crimes de guerre. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas. C'est juste parce que ce n'était pas une priorité à l'époque. Mais maintenant, il y a beaucoup de mouvements qui commencent à parler de cela et à voir si on peut trouver des incriminations pour les cyberattaques. Comment est-ce qu'on peut les comparer aux crimes qui existent déjà, ou est-ce qu'il faut en fait mettre en place de nouvelles crimes? Est-ce qu'il faudra de nouvelles qualifications pour les cyberattaques? Parce qu'il ne faut pas oublier que les cyberattaques ne se présentent pas de la même manière que les crimes que nous connaissons, les crimes de guerre que nous connaissons. Donc c'est vraiment un tout autre aspect, et le droit travaille là-dessus, et ça avance assez vite parce que on essaye d'intégrer cela dans le droit de la guerre. En tout cas, dans les conventions de Genève, il y aura sûrement de nouveaux textes, de nouvelles conventions internationales qui seront signées, en tout cas pour réglementer, même si c'est... parce que le droit de la guerre, c'est un droit qui réglemente la guerre et qui nous dit voilà ce qu'il faut respecter lorsque deux pays sont en guerre, ou lorsque c'est une guerre qui est interne. Parce que le droit de la guerre s'applique aussi à des conflits internes à un État. Ce sont des volontaires ukrainiens, européens et internationaux qui ont rejoint le groupe via le Telegram de l'IT Army grâce notamment à l'appel de Mikhailo Federov sur X, anciennement Twitter. Les missions sont simples, défendre et mener des opérations d'espionnage contre les envahisseurs russes. Aussi dans le droit humanitaire, il est dit que les civils ne sont pas protégés, sauf s'ils participent à la guerre. Pourquoi ils perdent la protection ensuite ? Et c'est quoi les conséquences ? D'accord. En fait, lorsqu'on est civil, on fait partie de la population civile, donc on ne participe pas à la guerre. Et l'objectif même du droit de la guerre, même si c'est de réglementer la manière de faire la guerre, mais c'est aussi un droit qui a pour objectif final de mettre fin à la guerre, parce que c'est de trouver des solutions, de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des types d'armes qui sont en fait c'est pas qui ne sont pas recommandés, mais qui sont interdits. Il y a des choses qui sont interdites. Donc du coup, la finalité du droit de la guerre, c'est de mettre fin à la guerre.
Donc du coup, si des civils y participent, ils perdent cette qualité parce que c'est tout à fait cohérent par rapport à l'objectif de ce droit-là. Et donc un civil qui va participer à la guerre ou qui participe dans ce processus-là de guerre, donc c'est quelqu'un qui va automatiquement perdre ce droit parce que il participe à la guerre. Et le droit de la guerre, étant donné que ça veut mettre fin à la guerre, donc quelqu'un qui participe à la guerre et qui alimente la guerre, donc ne pourra pas être couverte ou ne pourra pas être protégée. Donc c'est pour ça qu'on va voir que des soldats, bien que ce soit des militaires, dès qu'ils sont blessés ou des prisonniers de guerre, ce sont des personnes qui ont des droits. Des droits qui sont couverts non seulement par les conventions de Genève, mais aussi par la convention de la Haye. Maintenant, direction l'Ukraine. Et je pense que vous n'allez pas me croire. J'ai réussi à discuter avec le chef de la communication de l'IT Army en Ukraine. Pour garder son anonymat, j'utilise l'illustration de l'IT et j'ai lu la traduction de ses réponses en anglais. Vous êtes un hacker au sein de l'IT Army, c'est bien ça ? Je ne suis pas vraiment un hacker. En réalité, l'IT Army n'est pas une affaire de hacking. Tout d'abord, il serait plus exact de considérer l'IT Army comme une organisation classique de volontaires. Nous opérons de la même manière. La différence est que nous opérons dans le cyberespace, d'où le fait que nous soyons des sortes de hackers. Notre activité principale consiste à mener des attaques DDoS, ce qui est supposé être la manière de hacker par excellence. Mais si vous y regardez de plus près, littéralement, si vous allez sur un site web et que vous cliquez plusieurs fois sur F5, alors vous êtes un hacker. Donc, les personnes qui prennent part à cette organisation pourraient être qualifiées de hackers dans le sens classique du terme, mais il serait plus exact de les qualifier de activistes. Quelles sont vos motivations personnelles ? Personnellement, ma motivation, c'est de contribuer au combat. Un autre pays a essayé d'envahir le mien, et je suis le genre de personne qui ne peut pas rester à l'écart. Il faut faire quelque chose. J'ai pensé à servir dans l'armée, mais je suis très content d'avoir eu cette opportunité de travailler dans l'IT Army. Je considère remplir mon devoir. Et ça apporte une certaine satisfaction de contribuer à la résistance et à la libération de mon pays. Comment êtes-vous organisé ? Est-ce que vous autorisez les attaques de structures, même si ça fait des victimes ? Ça n'est jamais arrivé. La manière dont nous hackons ne peut causer aucun dégât. Ça peut causer des dommages économiques ou des inconvénients, mais ça ne peut pas mettre en danger la vie ou la santé des gens. C'est d'ailleurs peut-être ce que nous distingue d'organisations similaires en Russie ou dans d'autres pays terroristes. Nous n'attaquons pas d'unités de soins, et vous pouvez vérifier les rapports de toutes nos missions. Peut-être que vous trouverez une exception, et c'était seulement une fois. Mais nous n'avons jamais mené d'attaque contre des hôpitaux ou des attaques qui pourraient sérieusement mettre en danger la vie et la santé des gens. Ok, d'accord. Merci. Et qu'avez-vous déjà hacké et qu'est-ce que vous visez habituellement ? Bonne question. Tout d'abord, l'idée générale de l'IT Army est de creuser autant de dommages économiques que possible. Nous sommes persuadés que la guerre ne se réduit pas au champ de bataille. Nous devons épuiser l'ennemi économiquement et psychologiquement. C'est la seule manière de nous assurer qu'il ne reviendra plus. En parlant de l'aspect économique, beaucoup de sanctions ont été prononcées à l'encontre de la Russie après le début de l'invasion. Nous complétons ces sanctions en quelque sorte. Bien sûr, ce n'est pas officiel, mais avec les attaques DDoS, nous pouvons rendre inopérants certains services essentiels qui ne sont pas vulnérables aux sanctions internationales. Notre but est donc de causer autant de dommages économiques que possible. Pourquoi la cyberguerre est-elle toujours très peu visible et très discrète ? Cette discrétion pourrait passer pour de la faiblesse, mais c'est plus complexe que ça. Si tous les hackers se serraient les coudes pour une mission, ce serait quelque chose d'énorme. Mais en pratique, si l'on considère toutes les contraintes, la confidentialité, la sécurité,
les différentes manières de préparer les missions, il est assez compliqué, assez difficile de coordonner une équipe de travail aussi importante et dispersée. Aujourd'hui, l'IT Army compte environ 6 000 abonnés, peut-être 10 000 ou 15 000 membres actifs, et l'équipe de la direction compte une centaine de personnes. Gérer une organisation d'une telle ampleur demande beaucoup d'efforts, mais cela permet aux gens de travailler avec des gens qu'ils connaissent, de faire un travail qu'ils connaissent et de le faire d'une manière assez indépendante. Vous confirmez bien encore une fois que l'IT Army n'a strictement rien à voir avec le gouvernement et les forces armées ukrainiennes. Oui, absolument. Nous ne sommes pas sous tutelle du gouvernement. Nous ne recevons pas d'aide financière. Notre organisation a été officiellement fondée par le ministère de la Transformation digitale, mais celui-ci a décidé de ne pas s'engager dans le fonctionnement de l'organisation. Donc, en pratique, ils ont trouvé des gens comme moi. Et nous faisons simplement notre travail de la manière dont nous le faisons. Dans des interviews, ils disent souvent qu'ils apprécient ce que fait l'IT Army. Et c'est un des éléments qui nous permettent de toucher une audience plus large du fait de la reconnaissance du gouvernement. Une autre raison pour laquelle nous ne sommes pas un groupe de hacking traditionnel est que nous restons généralement très discrets. D'accord, merci. Et ma dernière question, est-ce que les membres de l'IT Army pourraient contribuer à mettre un terme à cette guerre qui oppose votre pays, l'Ukraine, à la Russie? Ça rejoint ce que je disais plus tôt. La guerre ne se limite pas au champ de bataille. Nous espérons que les forces armées ukrainiennes fassent dégager les Russes du pays, mais si la Russie demeure forte, économiquement, physiquement et psychologiquement, alors elle reviendra. Ça ne sera pas terminé. Donc, nous avons besoin de mettre en garde la Russie, de différentes manières. Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'existe qu'une règle en ce qui concerne la fin d'une guerre. Une guerre se termine quand la population du pays n'en peut plus. Elle ne peut plus combattre. Afin d'atteindre cet objectif, nous devons combiner différentes manières, différents moyens. Si l'armée combat sur le champ de bataille, notre diplomatie, des organisations comme l'IT Army et d'autres contribuent à combattre la Russie sur le plan économique, à combattre la Russie sur le plan psychologique et sur d'autres plans. Nous devons l'attaquer sur tous les plans afin d'être sûr qu'elle ne sera pas en capacité de nous attaquer plus tard.